Le dernier sujet, comme je le disais, c'est le Togo. Nous allons parler de l'accord politique global, l'APG. Ça a été signé le 20 août 2006 à Ouaga. L'APG a donc eu 16 ans exactement hier. C'est vrai que le sujet est passé inaperçu dans l'actualité, mais Vivien a tenté de le ressusciter un peu avant même qu'on passe à cette séquence. Première question, comme Mayaba, sur la caducité de l'APG, vous ne pensez pas que c'est un vieux sujet qui n'intéresse plus personne? Oui, ça n'intéresse plus personne, mais ça intéresse plus d'un aussi. Vous savez, l'APG, depuis le 20 août 2006, a fait son chemin. Et d'aucuns pensent que cet accord politique est caduc. Et d'autres disent non, qu'il y a encore deux points de l'APG qui sont aussi restés en suspens. Il faut en débattre. Je crois qu'aujourd'hui, l'APG a sauvé le Togo dans son ensemble. C'est vrai, même si à des moments, il y a certains points sur lesquels les gens n'arrivent pas à s'entendre et puis trouver des solutions. Mais je crois que l'APG a vraiment fait du chemin et a sauvé le peuple togolais dans son ensemble. Vous savez, après l'élection en 2005, et nous avons vu comment le Togo a connu des tourmentes. Et puis, grâce à cet accord aujourd'hui, le Togo, quand même, a pu sauver quelque chose. Et donc, l'accord, l'APG, aujourd'hui, parlait de la caducité. Je ne peux pas me prononcer là-dessus en disant forcément oui ou non. Mais parce que la plupart des points, les 22 engagements qui ont été pris, la plupart a été, a été respecté et puis décortiqué de fond. Aujourd'hui, nous avons vu comment... comment l'appelle-t-on? Nous avons vu comment à l'époque on avait même parlé de gouvernement de transition. Il fallait mettre un premier ministre d'union, j'allais dire. Et il fallait que là, l'autre Agboyebo est venu aux affaires. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Aujourd'hui, même si les gens, Feu Agboyebo, j'allais dire, si aujourd'hui les gens ont tenté de dire que non, qu'il est allé à la major, je crois que Agboyebo aussi, Feu Agboyebo a fait son travail. Et aujourd'hui, nous assistons à un accord qui a pu donner peut-être certains gages pour le développement de notre pays. Sans l'APG, je crois que nous serons aujourd'hui un pays vraiment, puisque les accords que nous avons pu rétablir avec d'autres pays, comment nous avons renoué avec l'international grâce à cet accord. Mais à chaque fois, on sommet le Togo de faire respecter cet accord. Et l'opposition disait donc que l'accord n'a pas été respecté. La plupart de ces accords ne s'est pas fait dans le sens d'un dialogue constructif. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a certains points qui ont été vidés. D'aucuns disent non que ces points qu'on pense être vidés ne sont toujours d'actualité. Donc c'est ce qui a un peu donné un peu de clivage au niveau de cet accord et qui aujourd'hui, à mon avis, reste un peu mitigé. Vous pensez, Vivien Tomix, si l'APG n'existait pas, il fallait l'inventer? Là, absolument. Si l'APG n'existait pas, il fallait l'enfanter ou l'inventer. Parce que vous savez, le Togo a connu beaucoup de crises, mais si on part seulement de 1998, après la présidentielle et la proclamation des résultats, il y a eu effectivement des troubles et l'opposition et le parti au pouvoir vont se lancer dans de différentes rencontres, dans des dialogues. On a parlé de Colmar, on a parlé de Ouaga, on a parlé de l'accord cadre de Lomé. Il y a eu la concertation de l'hôtel Ibis, où on devrait se parler. Et jusqu'en 2002, où la crise s'est exacerbée, encore avec d'autres troubles. Et en 2003, on a fait encore les élections. Alors, après 2003, l'Union européenne est toujours sur sa position. Après, on a signé les 22 engagements. Il faut respecter les 22 engagements, voir où est-ce qu'on en était réellement. Et 2005, M. Eyadema Gnassingbé, le président de la République, lâche le peuple togolais. Il meurt. Donc, là encore, des troubles à l'ordre public et des pertes en vie humaine, des violations des droits de l'homme, une élection très critiquée. Et il fallait quand même mettre fin à tout cela. Je rappelle que en 2005, le président Faure Gnassingbé a cédé au pouvoir d'abord par un coup d'État et après il a démissionné et il s'est présenté aux élections et les résultats proclamés le donnent vainqueur. Mais l'opposition continuait les contestations
la protestation et il fallait négocier. Avec l'aide de l'ancien président Blaise Compaoré du Burkina Faso, nous avons pu commencer par discuter entre nous, Togolais. Et il faut noter le rôle que certains ont joué, effectivement, dans la signature de cet accord, ce qu'on peut appeler aujourd'hui les partis de l'opposition traditionnelle. Hein, que ce soit le parti de monsieur de Feu Denkodo, le parti de Feu Agboibo Yaovi Madi, ou le parti de Jikris Olympio, et puis aussi les associations de la société civile proches d'eux, parce qu'on avait une société civile, je ne sais pas si ça a changé réellement aujourd'hui, une société civile proche du pouvoir, une société civile proche de l'opposition. Bref, il y a eu effectivement la signature de cet accord. Et je me rappelle, comme si c'était hier, du jour de la signature, ça fait 16 ans, c'était à l'hôtel de février, où effectivement les leaders, presque dans la majorité, étaient là pour signer devant le président Blaise Compaoré. Jikris Olympio s'est fait représenter par son conseiller spécial, Eric Amerdine, et l'accord a été effectivement signé. Mais l'accompagnement qui devrait suivre l'accord, là, il y a un problème. D'abord, Maître Agboibo... On va revenir sur cet aspect tout à l'heure. Je vais écouter aussi Adam Adjaranou sur le sujet. Cette APG, il vous paraît une étape importante de l'histoire du Togo? Non, en termes d'histoire, je pense que c'est incontestable. Parce que l'APG a eu quand même à sauver, disons, une situation qui était inconfortable par le passé. Vous savez, de toutes les crises entre que le Togo a eu, la crise de 2005 au regard de l'attrait international qu'il a eu, au regard des acteurs politiques qui sont invités ou souhaités dans la résolution de cette crise-là. C'était une crise au regard aussi de sa virulence, etc. Et ça, la PGA a permis de temporiser un peu les ardeurs et qui a permis également de retrouver la bonne voie plus ou moins par le passé. Mais je pense que lorsque nous prenons un peu le cheminement ou le parcours que le Togo a fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a lieu de pouvoir quand même parler de cet accord politique global là dans le passé, comme vous l'avez dit, vous l'avez su bien dit. Parce que cet accord a permis d'avoir des élections en 2007, nous avons eu la présidentielle de 2010, nous avons eu la législative de 2013, présidentielle de 2015, etc. Avec toutes les crises entre guillemets que nous avions eues qui ont permis aussi d'apporter des correctifs, aussi bien sur le plan institutionnel, constitutionnel, etc. Donc aujourd'hui, je pense que l'APG, quand bien même qu'on peut estimer qu'on a pris une partie de ces points pour donc étoffer un petit des points de nos institutions constitutionnelles, etc. Ça a été le cas. Mais aujourd'hui, parler de l'APG en tant que tel, dans l'aspect pratique, ce n'est plus quand même opportun. Parce que nous avions eu tant mal de choses qui ont permis réellement de pouvoir donc redorer le blason à nos institutions, qui ont permis de résoudre pas mal de problèmes. Donc l'APG, à mon avis, est aujourd'hui caduque. Alors, si on prend le gain même de l'APG, est-ce que le gain est considérable? Est-ce qu'il n'est pas plutôt mineur? Non, Samuel, le gain est considérable, ça il faut pas le manquer de le dire. Non, parce que moi j'ai noté ici sur mon bout de papier, vous avez cet APG 2006, oui. Puis 6 ans après, oui. Une crise, CST, la rue gronde à nouveau, jusqu'aux législatives de 2013. Alors de 2012 jusqu'à maintenant, on a eu encore d'autres crises. Non. Alors que l'APG était censé être ce cadre que les acteurs politiques avaient créé pour éviter toutes ces tensions. Oui, je l'ai dit dans ma première analyse, en disant que l'APG, en fait, les 22 engagements qui ont été pris, c'est vrai que la plupart ont été respectés sans le consentement même de toutes les parties prenantes à cet accord. Et donc, c'est ce qui a fait aujourd'hui que dans la résolution des crises, vous savez, un pays, il y a toujours crise. Dans un pays, on ne peut pas peut-être parler de... Il n'y a pas toujours crise. Parce qu'on peut prévenir les crises. On peut prévenir. Il peut y avoir des situations de crispation liées au fait tout à fait. Donc c'est là, je dis qu'aujourd'hui, les crises qui à répétition que nous avons connues après l'accord politique global aujourd'hui, laissent un reliquat parce que c'est le fait que les acteurs politiques, tous les acteurs politiques ne sont pas mis d'accord sur la résolution ou sur la résolution de certains points qui ont été pris au niveau de l'accord politique. Et nous voyons déjà même que avec même certains accords, enfin certains points, on disait non que
l'opposition se disait donc que alors ce point ne devait pas être à l'ordre du jour parce que il y avait tel aspect qui devait manquer au niveau de telle situation. Donc je crois que l'APG en termes de gains est beaucoup plus considérable que ce que nous avons connu, même les crises que nous avons connues. Parler de 2006, nous avons eu des crises. Après 2012, nous avons aussi des crises. Et jusqu'alors même, les crises continuent. C'est parce que la volonté des acteurs politiques aussi a manqué dans ce sens-là. Puisque, vous savez, quand on parle d'une crise et qu'il y a toujours dialogue, quand vous mettez d'accord sur un aspect, il faut que tous les acteurs politiques se mettent d'accord pour la résolution de ces crises-là. Donc c'est là qu'il y a manqué un peu au niveau de certains acteurs politiques, surtout de l'opposition. Peut-être que la politique de la chaise vide, souvent on en parle, quand on peut-être veut résoudre un problème et que certains quittent le plancher en disant non, que nous ne sommes pas d'accord, puisque la République étant ce qu'il est et ce qu'elle est, elle continue. Donc je crois que les gens doivent toujours rester discuter, même donner vos points de vue, puisque sans vous, avec vous, sans vous, je crois que ça se fera. Je note encore, 2012, je l'ai rappelé, la crise avec le CST, 2015, tension politique à la suite des élections, 2017, crise PNP dans la rue, 2020, tension politique. En 16 ans, est-ce que la PG a aplani les divergences? Pas vraiment. La PG a contribué à asseoir un début d'entente. On prend un élément palpable, le code électoral d'aujourd'hui. La plupart des dispositions viennent de la PG. Vous savez, tous les débats toujours contesté. Ouais. Maintenant, vous savez, quand une fille naît après 16 ans, elle s'approche presque de 18 ans. Alors, il y a toujours de ces avantages, mais aussi de ces déboires-là, de ces problèmes qu'on traîne. Aujourd'hui, ne nous trompons pas, il y avait eu d'autres accords avant la PG, mais c'était des accords directs entre le parti au pouvoir et d'autres formations politiques. Si on prend par exemple 2005, des partis sont rentrés dans le gouvernement. Le parti de M. Zarifou Aïeva, avec un accord, le parti le parti très important non plus. Bon, on va pas dire ça parce que M. Zarifou était candidat à la présidentielle. Ça n'en fait pas. Donc, ça fait pas de vous quelqu'un d'important. oui, mais avant je ne parle pas de la personne, je parle du parti. Avant que ton parti ne te choisisse pour représenter, pour être le porte-flambeau de son porte-flambeau à une élection, c'est qu'on voit en toi une certaine capacité. Maintenant, le parti a pu réunir quand même le nombre de signatures pour pouvoir avoir sa candidature. Bon, bref, il y avait eu de ces ententes-là en duo, mais l'APG a effectivement cette vertu d'être l'accord qui a été signé par une grande partie de formation politique. Donc le pouvoir, le gain, c'est ça le problème. Est-ce que c'est l'APG? Le gain est réel parce que c'est pas ce gros bœuf qui n'est finalement qu'un dindon. Non, moi je suis pas d'accord. C'est l'APG, l'accord politique global, qui a permis effectivement qu'on en arrive à d'autres accords, comme par exemple l'accord de 2010 entre les éternels frères ennemis Yekis Olympio Forniasingbe ou l'UFC et le RPT. Et après cela, ça a permis aussi d'abord, et en cela il faut saluer le travail de maître Yaouvia Agboibo, paix à son âme, l'APG a permis d'avoir des élections de 2007 qui ont été qualifiées d'élections sans violence. Et pour la première fois, on s'est dit, mais attention, le Togo peut aussi organiser de très bonnes élections. Sauf que Maître Agboibo lui-même n'a pas beaucoup gagné de ces élections-là, mais il a fait un travail. Et peut-être qu'il n'a pas su s'imposer en tant que Premier ministre. Parce qu'il se disait qu'il était juste un Premier ministre de mission. Est-ce que ce n'est pas l'UFC qui l'a fragilisé? Oui, c'est quelque part si le fait que beaucoup de partis politiques, je ne vais pas donner les noms, refuse notamment refuse de rentrer dans le gouvernement de M. Agboibo. Cette pratique-là a fragilisé effectivement la gestion du gouvernement de Maître Agboibo. On aurait pu effectivement s'entendre au niveau de l'opposition pour pouvoir accompagner Maître Agboibo. Peut-être qu'on irait loin. Mais il faut reconnaître que en politique, chacun a sa stratégie. Puisque déjà en 2007, l'UFC va sortir avec un grand nombre de députés, 27 députés. Donc peut-être 50 tout de même pour le RPT, donc quand oui, grand nombre. Mais peut-être que le fait que l'UFC avait boycotté le gouvernement de Maître Agboibo,
C'est ça qui, moi je dis juste ce qui s'est passé, hein. C'est ça qui a peut-être permis à l'UFC d'avoir cette cote de popularité et de pouvoir avoir les 27 députés. Mais l'APG, en réalité, a des impacts sur la vie politique d'aujourd'hui au Togo, mais il y a des manquements parce que, vous savez, 16 ans après, on peut se dire on aurait pu mieux faire. Adam, est-ce que l'APG, ce n'était pas aussi cet accord saboté par ceux-là même qui l'ont signé? On parlait tout à l'heure de ce refus de l'UFC de venir à un gouvernement alors que tout ça avait été discuté et entendu. Non, de toutes les façons, vous savez, comme moi j'ai toujours l'habitude de le dire, la politique aujourd'hui c'est une science. Et cette science-là aussi se joue un peu sur le sentiment, l'aperçu un peu des populations que vous avez en face. C'est ce dont l'UFC a usé par le passé pour damer le pion au cas. Parce que l'adressage de la population était de telle sorte que lorsque vous rentrez dans le gouvernement, vous êtes vendu. C'est eux-mêmes qui ont créé ça. Oui, c'est pourquoi je parle d'adressage. C'est eux qui ont dressé la population comme ça et le sachant très bien. Eux parlant des opposants. Non, je parle de l'UFC. Non, il faut parler de l'opposition d'une façon générale. On va parler de l'opposition d'une façon générale. On va pas se voiler la face, clairement. Parce qu'il savait pertinemment qu'en le faisant, il va quand même tirer meilleur profit avec ces élections-là. Et il l'a eu, naturellement. Donc c'est une science qu'il a eu à exploiter naturellement. Malheureusement que cette science-là l'a rattrapé plus tard. Voyez-vous, donc c'est un peu ça aussi la politique. Mais au-delà de ça, j'étais un peu sidéré que vous n'ayez cité que un certain nombre d'options. N'oubliez pas que c'est l'APG également qui a conduit à la CVJR. Et la CVJR également a eu quand même des impacts, dans le cheminement politique du Togo avec les indemnisations qui ont eu également impacté le passé. Lorsque vous citez aujourd'hui l'acquis de 2015 et un peu l'acquis même de 2017 qu'on a connu. Il y a eu donc cette situation qui a permis de temporiser les populations de part et d'autre du fait que les gens avaient toujours des séquelles antécédents liées donc à certaines des actions et avaient une position tranchée au niveau de la population. Tout ça jusqu'à la CVJR, c'est vrai que c'est des gains, mais vous savez que ce qui a conduit à l'APG, c'est justement l'absence de réforme. Et l'APG a acté les réformes. Et pour les rendre opérationnels, on a attendu pratiquement 15 ans. Oui, non, mais vous savez, lorsque vous prenez les indicateurs de temps pour expliquer un certain nombre de situations... Ça joue, justement. Ça, je suis d'accord, mais ça ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. C'est vrai que toutes les reproches que les gens peuvent faire aujourd'hui, disant à Fonya Singbe, de toutes les façons, moi je suis conscient, si tel était son sentiment de pouvoir donc s'éterniser au pouvoir, il n'avait pas le droit de pouvoir dire que... Non, moi je ne parle même pas du fait qu'il s'éternise. Je suis d'accord, mais c'est pour vous dire que... réforme qui était le sujet cristallisant le débat. Je ne dis pas non, mais je dis il faudrait quand même qu'on donne le temps au temps. Et ça fait son temps, et nous sommes arrivés pratiquement à ces réformes-là, qui sont d'ailleurs même plusieurs de leur contenu, d'ailleurs même aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque les gens ressuscitent d'autres aspects, c'est justement pour un peu, amuser un peu la galerie, si je veux dire, parce que vous avez tout à l'heure cité la crise, qu'il y a une crise de 2020. Quelle est cette crise? Non, je ne dirais pas de tension. De toutes les façons, moi, je n'ai pas vu la crise de 2020. Je n'ai pas parlé de crise, j'ai parlé de tension. Oui, voilà, il y a une mauvaise foi là-bas également, parce que les acteurs politiques, c'est ça. Donc, il faut quand même féliciter si quelqu'un a eu quand même à pouvoir considérer tous ces aspects-là de 2005, peu importe l'année que ça fait, réellement, c'est que nous en sommes arrivés. Et là, il faut quand même le féliciter. Alors, si on prend, on fait la somme des différents accords qu'il y a eu, je pense qu'on en est à 27, 26 en tout cas. Est-ce qu'on peut considérer l'APG comme l'accord majeur? Oui, l'APG a accouché de ces accords. C'est l'APG. Là, vous parlez de la période post-APG. Il y a eu l'accord 4 de Lomé, il y a eu la principale. Nous parlons des années après 90 alors. Oui. Nous parlons après 90. Oui, après 90 jusqu'à l'APG, ou même après l'APG, est-ce que l'APG peut être considéré comme l'accord majeur? Oui, c'est l'accord majeur. Aujourd'hui, il a accouché beaucoup de... il a donné des gages par rapport à certains accords qui étaient après l'APG signé. Et aujourd'hui, quand vous regardez un peu, l'APG aussi a amené tous les acteurs politiques. Moi, j'ai parlé tantôt de la volonté des partis politiques de l'opposition qui ont tardé aujourd'hui aux réformes dont nous avons toujours souhaité ou attendu. Aujourd'hui, en 2011, en 2012, j'allais dire, Togo Télécom 2, où il devait peut-être être question d'acter ces réformes, les gens ont fait la politique, ont préféré la politique dialogue sourd-muet. Donc, tout ça là, je crois que les acteurs politiques n'ont pas la volonté qu'on arrive aux réformes. Ça, il faut le dire, surtout de l'opposition. Non, mais il faut dire,
pas globaliser. Il faut dire que certains acteurs donnent l'impression de ne pas vouloir. Oui, certains acteurs, c'est vrai, mais la majorité ayant peut-être opté pour cette position-là, c'est pourquoi je dis la plupart des acteurs politiques ont contribué à ce que nous sommes arrivés, à ce que ces accords ou pas ces accords, ces réformes-là ne puissent pas y avoir. Donc, mais grand jour est là. Nous avons connu des réformes. Aujourd'hui, c'est vrai, ça a pris du temps avant que nous sommes là où nous sommes. Mais Dieu merci, qu'on dit souvent que quelle que soit la durée de la nuit, le jour viendra. Et donc, nous sommes arrivés à ce grand jour-là. Les réformes sont là. On fait avec. Mais malgré des réformes, les gens sont aussi dans les contestations. On dit donc qu'il faut toujours peut-être ceci, cela. Je crois que c'est des positions tranchées qui n'arrangent pas, en fait, la vie politique au niveau du Togo. Non. Le Togo les formations politiques sont en train de jouer leur rôle. Oui, ce que je dis, l'opposition aujourd'hui, vous ne pouvez pas me dire, moi, en fait, mon analyse personnelle, j'estime que le pouvoir a toujours souhaité qu'il y ait des réformes. Mais quand les réformes traînent, c'est parce que l'opposition est dans son rôle de leadership. Non, qui décide dans le pays? Pour le moment, qui décide? C'est ceux qui sont au pouvoir qui peuvent décider. C'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui décident. Je trouve que c'est tout à fait normal, cette crise que nous avions. Vous avez parlé tout à l'heure de 16 ans. Il y a eu beaucoup de chemin qui est parcouru. Il y a eu beaucoup de choses qui doivent être rajoutées à ce qu'on avait eu. C'est pas forcément qu'on est allé donc à épuiser forcément ce qui était pris comme engagement au niveau des accords politiques, l'APG, concernant donc le cadre institutionnel, constitutionnel, etc. Qui doit 16 ans, c'est assez beaucoup qu'on puisse donc rajouter. Donc, c'est tout à fait normal. C'est normal qu'on puisse donc arriver donc à ces petits remous, ces petites contestations, et qui normalement devaient plaire normal à la classe politique de l'opposition parce que ils ont en face une mouvance présidentielle qui ne s'était pas d'ailleurs même à ces gens de remous qu'on constate d'ailleurs même ils les appellent au dialogue et essaient quand même de les mettre en action. Donc je pense que c'est salutaire et c'est normal. 16 ans c'est beaucoup. Alors il y a un point aussi de l'APG qui a prôné la continuité du dialogue, c'est-à-dire le dialogue doit être permanent. Est-ce qu'il l'est aujourd'hui? Non, l'APG a créé effectivement le cadre du dialogue permanent. Mais la forme qu'on doit donner à ce cadre du dialogue, c'est ça qui pose problème. Vous vous souvenez du CPDC, du CPDC rénové, ainsi de suite. Mais chaque fois que les discussions avancent jusqu'à un niveau, il y a soit un parti politique ou des acteurs politiques qui mettent le pied dans le plat et puis voilà. Or, en réalité, quand on est dans un système démocratique, le régime en place n'a pas nécessairement l'obligation de discuter avec vous. Le dialogue s'impose quand c'est nécessaire. Mais on ne peut pas constituer un cas de dialogue où déjà, vous savez, quand nos politiciens font des discussions au cours de ces dialogues, il y a aussi la partie qui revient aux finances du pays. Donc, à un moment, au niveau du pouvoir, on se dit, mais on ne va pas continuer par donner les émoluments chaque fois, donner le perdième. Chaque fois qu'il y a des questions nationales. Non, vous avez vu, c'est une belle pêche, moi je veux que vous attendiez. Chaque fois qu'il y a des questions nationales, les gens pensent, bon, on va créer un cadre et on va avoir de l'argent. C'est ce qui s'est même passé à la conférence nationale. Au Bénin, les délégués ne prenaient pas d'argent. Oui, mais ici, c'est que c'est comme le jour où on a changé la constitution du Togo en 2002. Où dans la salle de l'Assemblée nationale, un honorable député a levé la main et a dit « Monsieur le Président, nous avons faim. Bloquez la séance, on va manger d'abord. » Donc, effectivement, on ne peut pas demander aux gens, c'est une façon de parler, on ne peut pas demander aux gens de venir dialoguer sans pouvoir les mettre dans certaines conditions. Vous savez, le dernier dialogue piloté même par la CEDEAO, tout le monde sait à peu près ce que ça a coûté, au pays. Mais c'est important, l'APG a lancé quand même un dialogue. Il faut que les Togolais, les acteurs politiques surtout, se retrouvent chaque fois que le besoin se fait sentir. Heureusement qu'au niveau social,
le cadre est toujours gardé jusqu'à présent, mais c'est le cadre politique. Voilà, le cadre politique qui n'est pas gardé. Mais je crois que l'option, c'est que s'il y a nécessité, les politiciens se retrouvent au cours du peut-être ressusciter dialogue. le CPDC. Oui, non. Trouver un autre nom, CPDC, carrément. Non, il faut peut-être Un autre nom. le réactualiser, peut-être. D'accord. Merci, messieurs. On va passer maintenant aux notes, comme on le fait chaque vendredi. Vous connaissez le principe maintenant, Adam? Oui, moi, je donne une note, je ne sais pas combien. Sur 10, combien? Oui, bon, peut-être 4 sur 10 à la CEDEAO, que j'estime qu'aujourd'hui, il faudrait quand même qu'ils prennent à bras le corps de pouvoir anticiper un peu les crises en prenant les meilleures résolutions pour éviter ce que nous connaissons aujourd'hui au niveau du Mali. Vivien Tomi? Je ne sais pas si c'est permis, mais j'aimerais donner une note de rappel ou de mémoire pour M. Edem Kodjo. 8 sur 10 à M. Edem Kodjo, qui a impacté la vie de son pays, de son continent et du monde entier, et qui malheureusement a été inhumé hier. Et aussi la même note à un journaliste qui s'appelle Xavier Oumé, et qui malheureusement a quitté ce monde très tôt, qu'on va inhumer demain pour sa persévérance et sa fidélité dans le travail. Ça fait 24 ans que moi je le connais. Il est toujours resté fidèle et il fait bien ce qu'il veut faire. Je crois qu'il faut saluer la mémoire de ce jeune et la mémoire de ce patriarche. Que leurs âmes reposent en paix, comme Imayaba. Non, moi je donne une note de 3 sur 10 au maire Aboka et son équipe par rapport à la gestion de la crise pandémique dans sa commune, justement, et par rapport aux abus dont il a fait un cas ces derniers moments pour la fermeture des bars avec une brutalité inouïe. Je crois que les forces de l'ordre qui sont allées ramasser le matériel en mettant tout en confusion, je crois que ça ne fait pas du sérieux. Vous savez, la crise pandémique, la crise sanitaire dont nous vivons actuellement, ce n'est pas une question de force, c'est une question de discussion, de pédagogie. Et il faut que les acteurs même qui sont impliqués dans la résolution de cette crise-là le fassent avec une certaine lucidité pour que la population puisse se mettre d'accord sur la gestion. Parce que ce n'est pas le forcing qui va maintenant cette population, sa commune, à pouvoir respecter les mesures barrières. C'est vrai que quand vous donnez votre note, je voyais la réaction des autres. Ils auraient aimé réagir. Malheureusement, on ne commande pas les notes des autres. Merci, Komi Mayaba. Merci à Vivien Tomi. Merci à Adam Adjonou. C'est un plaisir. À vous tous, merci. Continuez d'appliquer les mesures barrières. Le coronavirus, il est là. Mais avec des gestes simples, simples du quotidien, on arrive à rester à l'abri. Lavez-vous très régulièrement les mains à l'eau et au savon. À chaque lavage, veillez à bien vous laver les mains, au moins pendant une vingtaine de secondes. Lorsque vous vous retrouvez en public, mettez un masque, ça vous protège. Gardez une distanciation sociale, comme on le fait sur ce plateau avec vos interlocuteurs. Et le reste, confiez-vous à Dieu. À la semaine prochaine.